喂，你知道那仙姑怎样说我们家小康？他说他是罗刹三太子投胎转世。你不要这样子好不好？你搞点嘛，无你代志啊。Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Sofiane au montage pour vite fait vous parler du festival Travelling, notre partenariat sur cette séance. Travelling, c'est un festival rennais fêtant ses 35 éditions qui ont chaque année mis à l'honneur la cinématographie d'une ville en particulier. Et cette année, donc vous l'aurez compris, le festival fait cap sur Taipei à travers le cinéma de celles et ceux qui ont forgé l'identité cinématographique de l'île. Avec donc notamment pour les deux films de ce soir au tambour, sélectionnés par les membres de l'atelier Ciné-Tambour, le ciné-club de l'université Rennes 2, les films donc d'Edward Yang et de Tsai Ming-liang, respectivement The Terrorizers et Les Rebelles du Dieu Néon. Cependant, deux films ne suffisent pas à se faire une idée de toute l'étendue de la création issue du cinéma taïwanais. C'est il qui entretient un rapport complexe à son passé, qui le hante d'autant plus aujourd'hui, ayant récemment été de nouveau mis sur le devant de la scène médiatique et politique. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site de Clair Obscur dédié au festival Travelling 2024, où vous y retrouverez le programme en PDF et toutes les infos qui pourraient vous être utiles lors du festival. Conférences, débats, compétitions, des sessions de questions-réponses avec 3 réalisatrices invitées pour l'occasion notamment, que sont Singing Chen, Midi Z et enfin la mythique cinéaste Mimi Lee qui approche ses 80 ans et qui est littéralement celle qui a enseigné le cinéma aux deux Gugus dont on va discuter aujourd'hui pour cet épisode, avec notamment la projection tout à fait inédite en France de non pas 1 ni 2 mais bien 3 de ses films, Girls' School, Unmarried Mother et Evening News, qui constituent la véritable trilogie sur les femmes taïwanaises réalisée par la cinéaste et absolument à découvrir en salle, que ce soit à l'Arvor, au TNB, au Pâté ou encore au Tambour. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous abonner à ce podcast et à vous souhaiter une bonne écoute et à bientôt pour les festivaliers. Bonjour à tous, aujourd'hui on est en présence de Natacha, coucou, et de Arnaud. Salut. Pour parler de la ville de Taipei, Taipei de jour, Taipei de nuit, notre partenariat avec Travelling. Alors, on va d'abord parler de The Terrorizers de Edward Yang et des Rebelles du Dieu Néon de Tsai Ming-liang. Quelqu'un a envie de prendre la parole ? Ouais, je peux commencer pour Terrorizers. Donc du coup, comme tu l'as dit, c'est un film de Edward Yang. Alors, c'est sorti en 86, il me semble. C'est l'année un an après Taipei Story. Donc du coup, pour un peu resituer sur ce personnage qui est Edward Yang, parce que je sais que pour moi, Terrorizers, c'est limite avant tout un film d'Edward Yang, qui est maintenant hyper connu pour Yi, qui avait eu, il me semble, un gros prix à Cannes au début des années 2000. Il a aussi fait A Brighter Summer Day. Et c'est souvent des films très lents, très longs. On parle de 2h30, 3h quand même la plupart du temps. Et donc ce réal de la fin des années 80 au début 2000, c'est un peu une des têtes d'affiche, des chefs de file de la nouvelle vague taïwanaise. En gros, comme dans pas mal d'autres pays, il y a eu des nouveaux courants cinématographiques qui sont apparus. Et donc là, on est dans les années 80. Alors, je sais pas exactement si on dit que c'est la première ou la deuxième nouvelle vague. Mais moi, j'ai vu, même pour Tsai Ming-liang, il y a beaucoup de gens qui parlent de la deuxième. Et je crois que ce qui est représentatif de la deuxième vague, c'est le côté pessimiste, en fait, par rapport à la vie, notamment en société, en ville, etc. Ok, bah là, on est carrément là-dedans pour, ouais, pour nos deux films. Mais c'était pas trop la déprime. Enfin, j'espère que vous avez pas ressenti comme ça pour la séance de ce soir. Et donc, en gros, moi j'aimerais bien vite faire retourner sur Edward Yang. À ce moment-là, quand le film il sort, il a 39 ans, mais ça reste une sorte de jeune cinéaste puisque c'est que son 3e film. Et il a toujours un style un petit peu rebelle. Bon, c'est pas le rebelle du néon, mais ça reste dans cette énergie-là, alors qu'après il va beaucoup plus se calmer. Et par exemple, à son dernier film pour Yi, là on est vraiment plus sur une sorte de film contemplatif sur le cycle de la vie, un truc comme ça, alors que là on est encore dans un film qui, mine de rien, malgré des plans longs, garde une grosse tension, parce que il a une forme en film puzzle. Vous avez dû vous en rendre compte. Et donc je sais pas si certains d'entre vous ont l'impression d'avoir compris, d'autres de ne rien avoir compris, certains que ça a dérangé ou d'autres qui se sont laissés aller avec ça. Moi, ça m'a grave dérangé au début, mais la fin, je trouve qu'elle est marquante là-dessus et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait un peu penser à genre Un jour avec, un jour sans ou un truc comme ça de Bong Joon-ho, où en mode c'est différentes possibilités de ce qui aurait pu arriver parce qu'on sait pas trop si c'est... Enfin, il y a un des personnages qui meurt plusieurs fois et on se rend compte qu'en fait il est pas mort et du coup qu'est-ce qui a eu lieu, qu'est-ce qui a pas lieu, et c'est lié aussi du coup à l'écriture du personnage féminin, d'un des personnages féminins.
Du coup, c'est dérangeant, mais en même temps, je trouve que c'est cool pour faire plusieurs interprétations, quoi. C'est top parce que ouais, du coup, il arrive avec un film lent, à garder une sorte de tension et de challenge pour le spectateur. Ouais. Et puis comme ce genre de film, souvent, en tout cas, je trouve dans ceux qui sont particulièrement intéressants, c'est pas vraiment le but, c'est pas de comprendre tout et il y a pas vraiment de réponse en fait. Et j'ai l'impression que même avec plusieurs visionnages, juste tu te poses encore plus de questions plutôt que de réponses que tu obtiens. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant en fait. C'est hyper ouvert à l'interprétation et tu vois un peu ce que tu veux. Et je sais même pas s'il y a vraiment une chose à voir en particulier. Tout le monde a un peu raison dans la façon dont il l'a pris. Donc désolé pour ceux qui espéraient obtenir des réponses sur ce que telle ou telle chose voulait dire. Je pense pas qu'on va trop s'attarder là-dessus. En vrai, personnellement, je trouve pas que ce soit hyper intéressant. Après, comme tu disais, il y a le côté avec ce personnage qui meurt plusieurs fois, où là, assez logiquement, on peut partir du principe que c'est la femme écrivaine qui juste a fictionnaliser sa propre vie ou qui en tout cas a imaginé des scénarios et qui sont retranscrits à l'écran sans nous montrer si c'était la réalité ou pas, et donc c'est la répétition qui nous fait penser que c'est pas vrai. Est-ce que le dernier est forcément la réalité? Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Est-ce que tout le film est en fait juste ce qu'elle a écrit? On sait pas non plus. Et ça me plaît vraiment beaucoup moi dans ce cinéma-là. Je sais que c'est un truc qui revient à gauche à droite, mais chez Edouard Young, je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Puis à le côté, on se perd du coup un peu dans le scénario comme on se perd dans la ville. Tu parlais d'un côté labyrinthique de la ville, et je trouve que du coup, la forme, ça lie pas mal aussi à la ville dont il veut parler et qu'il veut représenter, quoi. Ouais, carrément. Du coup, cette fameuse Taipei qui est au centre de ce festival travelling et donc de notre séance. Et c'est exactement ça. C'est tout le film. Sur tout le film, en fait, la ville de Taipei, c'est un personnage à part entière. Et je trouve que, on en parlait tout à l'heure, vraiment, en fait, ce film, tu le mets à la campagne et ça marche plus, en fait, parce que ce côté labyrinthique, ce côté plein de personnages qui ont plein de vies, qui sont pas forcément reliées toutes, c'est pas le but de les relier, en fait, juste elles coexistent au même endroit. C'est chacun des personnages différents qui vivent leur truc. Et ça, c'est typiquement la ville, en fait. On est tous dans un même endroit, mais parfois on se rencontre, parfois on se rencontre pas. Et il y a ce côté labyrinthique, en fait, de juste cette ville, en plus de Taipei, qui, on le voit là, moi je sais que je l'ai découvert un peu par ce cinéma-là. Et c'est pareil après pour les Rebelles du Néon. C'est cool, en fait, on vit un endroit et une époque, en fait, et on le ressent, et j'imagine que c'est assez bien fait. Souvent, je trouve que tous les cinéastes qui sont un peu bon là il est plus très jeune, mais dans l'idée il vient apporter quelque chose de nouveau, il a souvent un regard cool sur son propre lieu. Et je sais que, je sais pas, par exemple dans les plus connus, Taxi Driver typiquement, c'est un film pareil où on ressent la ville de New York ça par baigne ce vraiment regard dedans. à lui qui a un regard cru, réel et un peu nouveau sur ça. Et ça marche avec plein d'autres choses. Je sais que par exemple le cinéma iranien, moi j'adore, parce que déjà souvent je trouve que c'est bien réalisé et que les histoires sont intéressantes, mais en plus juste j'apprends des choses et je me renseigne sur le monde en quelque sorte, parce que juste je découvre ce que c'est que cette vie à cet endroit-là et dans cette ville, et là je trouve qu'il y a vraiment une grosse plus-value là-dessus. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant comme choix, parce qu'on est là pour parler de Taipei avec ce festival de travelling, et je trouve que là on en parle très bien sans en fait vraiment en parler, juste on y est quoi. Ouais, puis le fait que, au début, on peut avoir l'impression qu'on va parler des personnages, et au fur et à mesure, vu qu'on se perd un peu dans ce qui se passe, ce qui attire le plus notre attention, c'est vraiment la ville et ce qui s'y passe, et toutes les relations qui peuvent naître et se côtoyer ou pas dans cet espace-là. Et c'est vrai que c'est assez intéressant dans ce film-là, je trouve. Carrément. Et puis, il y a un autre grand thème dans le film que je trouve on va pas mal retrouver aussi dans Les Rebelles du Néon juste après. C'est qu'en fait, on parle de sortes de duos de couples. Donc, dans le film, il y en a 3 principaux, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Enfin, bref, je sais pas quand est-ce que vous écoutez ça exactement. Mais donc, il va y avoir, je dis pas de bêtises, il y a le photographe et sa copine qui va le quitter à cause justement de son sorte d'addiction à la photo en partie. Il y a cette femme photographiée qui est avec un mec un petit peu en mode elle veut l'escroquer, tout ça. Donc ça fait un autre duo. Et puis il y a enfin l'homme, celui qui tire avec le pistolet, qu'on voit avec le pistolet à un moment. Et son ex-femme, je crois qu'ils sont divorcés, et du coup elle a aussi un peu une relation avec un amant, mais
des fois elle est avec lui, des fois elle y est pas. Enfin, voilà, c'est... Et donc du coup, par toutes ces relations-là, finalement, ce qui ressort, c'est qu'ils sont pas du tout caractérisés par leur relation, justement. En fait, il y a vraiment un truc de se retrouver dans sa bulle et d'individualité dans le film qui va avec le côté de la communicabilité exactement. Enfin bref, les communications passent pas en Ouais. fait dans ce film-là. Et je trouve que dans Les Rebelles du Néon, juste après, on pourra en parler, mais Ouais. il y a aussi tout Il y un a rapport beaucoup ça. là-dessus. Et mais justement, tu parles d'incommunicabilité et moi, je me rappelle beaucoup du dernier couple, du coup, celui de l'écrivaine et de son ex-mari, où lui, il comprend même pas en fait qu'ils sont divorcés, il comprend pas ce qui s'est passé, il comprend pas ce qui va pas, parce qu'il est vraiment dans ce truc de je vais vivre dans ma routine, c'est très bien comme ça. Et elle a eu beau un peu essayer de lui expliquer et d'écrire carrément un livre dessus, qu'il a lu, je crois même. Et enfin, j'ai un doute là-dessus, mais bref, il pourrait très bien le lire et se rendre compte de ce qui va pas. Et non, il reste vraiment dans ce déni-là. Et enfin, voilà quoi. Genre, je trouve ça vraiment bluffant qu'elle a littéralement écrit tout un livre dessus et pourtant, il y a un message qui passe pas quoi. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est des films un peu pessimistes Ouais, sur ouais. la nature des gens, tout ça, dans cette nouvelle vague. Là, c'est typiquement ça. Est-ce qu'on a parlé de la notion de film puzzle? Pas exactement, mais c'est vrai que c'est quand même ça qui fait tout le film. Mais donc, on entend par film puzzle le côté un petit peu labyrinthique dont on parlait tout à l'heure, Fragmenté, ou fragmenté, où on ne sait pas exactement où vont les pièces et est-ce qu'elles sont réelles en plus. Là, c'est double dose. Mais en fait, je trouve que dans ces films-là, où un peu c'est le format choral, où il y a plein de personnages différents qui sont montrés. J'ai pas le mot, mais en gros, il n'y a pas toute une histoire, pose toute une autre histoire, quoi. C'est plein de petits bouts qui s'enchaînent les uns les autres, sans vraiment d'ordre ou de logique précise. Exactement, montage parallèle, merci. Ouais. et souvent dans ces films-là, je pense par exemple à Magnolia de PTA, de Paul Thomas Anderson, en gros, même si on s'en fout un peu de comment c'est lié à la fin, il y a quand même ce truc de plein d'histoires parallèles qui vont mener à la fin à une sorte de connexion climax où les personnages se retrouvent. Et j'ai pas l'impression que le film soit là pour ça. Ce qui compte, c'est un peu la quête, pas vraiment le résultat. Mais il y a quand même cette idée de résultat. Et là, on a un même film puzzle, mais est-ce qu'il y a un résultat? Pas vraiment. On sait même pas ce qui est vrai ou pas. Il y a pas de. Oui, il y a pas de plus. climax. Il y a un comme peu ça à des la enjeux, fin. mais ouais, c'est juste là comme ça et voilà. Ok. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Les temps longs, je sais pas si tu veux dire autre chose. Ouais, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais c'est. Je sais que c'est une vague. Je sais pas exactement d'où ça vient. Il y en a eu plein sur le long de l'histoire du cinéma, mais en tout cas, je trouve que c'est utiliser le temps et laisser le temps être en quelque sorte l'action. Enfin, c'est contradictoire, mais qu'en quelque sorte, il n'y ait pas vraiment d'action et que le temps serve. Moi, je trouve que ça, c'est genre trop intéressant. Enfin, par exemple, le film que j'ai préféré cette année, en 2023 au cinéma, c'est L'Arbre au papillon d'or. C'est un film de 3 heures où en fait il n'y a pas d'action, mais juste il y a des scènes qui sont incroyables juste parce que ils se permettent d'utiliser le temps. Par exemple, là dans Terrorizers, il y a pas mal de scènes avec juste des rideaux qui bougent et la caméra reste là, alors que dans un cinéma classique, on aurait pu penser que juste hop, ça enchaîne, l'action est terminée ou ces plans n'existent même pas. Et ça, moi je trouve que ça rajoute énormément à l'ambiance du film, et c'est limite ça dont je me rappelle à la fin. En fait, on est là, on crée une ambiance, et grâce au côté puzzle, il arrive à créer à la fois une tension pour le spectateur qui essaie de comprendre ce qui se passe, et en même temps un côté contemplatif où juste il se laisse porter. Et je sais que moi, c'est 2 styles de cinéma que j'aime bien, donc là, le fait qu'il ait réussi à faire les deux en même temps, ça me plaît beaucoup. C'est quoi l'autre film taïwanais qui passe à Travelling, où c'est dans un cinéma? Goodbye Dragon Inn. Goodbye Dragon Inn. Par Tsai Ming-liang aussi. Ouais, exactement, par Tsai Ming-liang. Pareil, il y a cette notion de temps long, de vécu. Et c'est un film que vous pourrez découvrir à Travelling, encore une fois. Qu'on vous conseille. Qu'on vous conseille beaucoup, qu'on a hésité à programmer. Ouais. Mais en tout cas, là, je pense qu'on peut parler des Rebelles du... c'est une magnifique transition Néon. de parler de Tsai Ming-liang pour aller sur Tsai Ming-liang. Réalisé par Tsai Ming-liang. Natacha, est-ce que tu veux commencer? Ouais, du coup, Tsai Ming-liang, il a commencé en étant producteur de théâtre, puis il a écrit des scénarios et réalisé pour la télévision de Hong Kong des moyens métrages déjà sur l'adolescence. Du coup, il parle beaucoup de la difficulté de communiquer et d'aimer à travers des adolescents perdus. Et du coup, là, c'est totalement ce qu'il fait dans Les Rebelles du Néon. Mais pour moi, attends, je sais pas comment dire.
En gros, les rebelles de Néon, ça se focalise sur deux trios. On va dire, d'un côté, il y a une famille, la famille des Lee, je crois, et un groupe d'amis. Et dans les deux groupes, il y a des difficultés à communiquer et les deux groupes paraissent un petit peu perdus. Donc pour moi, dans ce film-là, il parle autant des adolescents, mais aussi des adultes. Enfin, le couple des parents, je trouve qu'ils ont beaucoup de mal à communiquer entre eux et à communiquer avec leurs enfants. Et ouais, limite, ils sont très peu présents à l'écran, mais Ouais. en fait, ils remplissent un rôle par leur absence. Enfin, limite, on se dit, qu'est-ce qu'ils font, à quel point, il peut aller se désinscrire de l'école, vivre tout seul, faire ses trucs. Enfin, il y a un truc, limite, ouais, on les attend, en fait, sans même qu'ils soient là. Donc, Bah je ouais. trouve, ouais, t'as raison, ils ont une vraie place. Et il y a très peu de réactions en fait par rapport à ça, genre juste la mère s'énerve et en même temps elle dit oui mais comprends-le, le pauvre et tout. Et le père est vraiment en mode non, enfin c'est pas possible de faire ça. Mais c'est vrai qu'on les voit très peu à l'écran finalement. Mais du coup, enfin voilà, là je vais vous proposer une petite interprétation, voilà. Mais je trouve qu'on peut faire des liens entre les rebelles du néon et la métamorphose de Kafka, parce qu'il y a ce côté un peu justement transformation du personnage de Xiao Kang, donc qui est le fils, considéré comme la réincarnation de Neza, qui est un prince ou un dieu justement de la rébellion qui se rebelle notamment contre son père, il me semble. Et là, le fils se rebelle beaucoup contre son père. Et dans la métamorphose, c'est pareil, c'est un homme qui se transforme du coup. Et on se rend compte que finalement, il y a une vraie opposition entre sa famille et la société, ce qu'elle attend de lui, et ce que lui veut. Parce que Xiao Kang, c'est un personnage qui va se rebeller tout au long du film en suivant du coup comme modèle ce trio d'amis. Ce qui me fait dire qu'il y a un lien entre les deux, c'est aussi il y a un cafard dans la chambre de Xiao Kang et aussi dans l'appartement de l'autre adolescent. Voilà, je me suis Bien un peu vu. perdue dans ce que je voulais dire. Je sais pas si ça vous fait rebondir sur un truc ou pas. Du coup, on est sur Taipei de nuit, là. Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont Taipei est filmé dans Les Rebelles du Néon? C'est pareil un peu que Terrorizers, genre la ville c'est vraiment un personnage principal et la ville justement elle connaît une modernité énorme dans les années 90 notamment et du coup on sent vraiment le côté rupture entre les générations, d'où l'incommunicabilité. Tu voulais dire un truc Ouais, là et là, carrément, dans ce film-là, la rupture, elle est symbolisée, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on la remarque directement avec l'omniprésence des jeux vidéo pendant le film. Ouais, Et du coup, ça va aussi avec le néon du titre. En fait, c'est carrément. c'est un autre monde complètement, et il y a le côté vive le jour, vive la nuit. Et entre les parents et les jeunes, il y a une vraie différence là-dessus. Mm. C'est là aussi, il y a le côté néon, quoi. Ils vivent la nuit là où les néons sont allumés. Et oui, avec les jeux vidéo, la salle d'arcade, je sais pas combien de fois on y revient. Mais souvent, ce genre de scène, c'est un peu en mode, oh, à un moment, ils sont dans une salle d'arcade, on s'en rappelle. Mais là, le film, il y a tellement de temps dans la salle d'arcade ou autre lieu néonesque où ils retournent. Mais donc, ouais, je me rappelle, on voit Street Fighter dans le film. C'est un plaisir de voir tout ça. Et ça symbolise tellement les jeunes, en fait. Parce que techniquement, Street Fighter, les parents, ils n'ont pas joué à ça dans les années 90, quoi. Et puis, il y a le côté aussi liberté. Enfin, c'est un espace justement où les jeunes ont leur place finalement. Comme tu dis, c'est un lieu où on y retourne très souvent. Il y a aussi, on voit beaucoup de motos dans Les Rebelles du Néon et c'est un espace pour moi de liberté. Enfin, c'est le moment où ils vont où ils veulent. On retrouve aussi beaucoup de néons et de lumière dans le plan. Déjà, c'est marrant que tu parles de moto parce que ça va avec le fait que on est vraiment en train de ressentir Taïwan, enfin en tout cas particulièrement Taipei. Et Monsieur Danielou, notre professeur, il s'est rendu à Taipei il y a pas longtemps et Ah il oui. disait que la ville était pas mal polluée et que ça se ressentait de ouf parce que Ok. il y avait des scooters et des motos partout en fait. Et donc c'est marrant parce que du coup on était déjà là-dedans Mais dans les années 90. on en voit beaucoup de motos. Enfin, on a l'impression que il y a beaucoup de jeunes qui ont des motos, quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment cette séparation entre aussi du coup les jeunes qui sont à l'école et qui sont représentés par au début Xiao Kang, où ils sont tous très dans la salle de classe, très fixes. Et à côté de ça, dans la ville, c'est vraiment ça bouge de partout. Enfin, il y a beaucoup de mouvements et de vie, quoi, finalement. Et moi, je voulais aussi revenir sur peut-être une approche un peu queer de ce film que j'avais pas du tout capté au début, mais en lisant quelques avis, il y a des gens qui retrouvent un peu cet aspect-là dans ce film. Notamment, à un moment donné, il y a du coup Xiao Kang qui se venge entre guillemets du couple
masculin féminin de, je sais pas comment il s'appelle, mais... Bon, on voit de qui on parle. Ouais, de toute façon, ok, il y a des voilà. voitures. Et sur sa moto, il marque AIDS, du coup. C'est vrai que Taïwan, en général, a été beaucoup bouleversée, on va dire, un peu par le sida et la manière dont elle a géré cette crise-là. Et aussi, je trouve qu'on peut en parler par rapport au film parce que ça rejoint un petit peu aussi la métamorphose dans le sens que... Y a pas de souci. Je vais reprendre... Non, mais Ouais, t'inquiète reprends pas. si tu veux. Bah, si t'as envie de reprendre, ouais, vas-y. Ouais, du coup, en fait, les homosexuels à Taïwan étaient très considérés jusque dans les années 2000 comme des nuisibles. Et par exemple, en 2003, il y a la vice-présidente qui compare le sida et une punition divine. Et c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup écho aussi au fait que Xiao Kang il soit considéré comme la réincarnation d'un soi-disant dieu. Et je trouve que c'est utilisé dans le film comme une manière de déresponsabiliser beaucoup les parents. Enfin, c'est la mère qui cherche une raison pourquoi ça va pas avec son enfant, et ça rejoint l'incommunicabilité, dans le sens que au lieu de dire qu'est-ce qui va pas, elle va voir une médium qui va lui dire ah mais c'est parce que votre fils est une réincarnation que ça va pas. Et enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu paradoxal, mais ça représente encore une fois un peu cette rupture entre les générations. Voilà. C'est marrant, quand tu parles de cette approche queer-là, moi je trouve que cette interprétation-là irait bien avec le côté où lui il se rebelle contre ses parents, mais j'ai l'impression qu'il se rebelle surtout contre lui-même, limite, et donc que ce soit avec cette interprétation ou pas, on pourrait y voir aussi le côté de se rebeller contre lui, son lubie de société, celui qu'on voit en classe, celui qu'on voit dans la voiture avec son père, qui est absent, enfin dire il parle pas, il est très sérieux, discret et il rentre dans les clous. Et là ça pourrait être du coup le rôle qu'il se donne à lui-même en tant que hétéro, on va dire dans les cadres de la société. Ouais. Et le lui-même qu'il voudrait être, il va le projeter dans ces jeunes qui font ce qu'ils veulent et qui du coup sont beaucoup plus libres en fait. Et donc même hors du coup de cette considération là, il y a vraiment, je trouve ça dans le film, en fait il va renier tout ce qui fait ce qu'il est de base, ce qu'on voit dans le film tout au long de l'évolution du film. Et ça va passer par quitter l'école, quitter ses parents, commencer à faire des trucs complètement irresponsables comme se péter la main dans une vitre, ensuite suivre des gens, exploser une moto. Voilà, il y a vraiment, je trouve, donc du coup, il casse tout ce qui... Une rébellion contre ce qu'il est, et il veut dépasser ça, et donc en quelque sorte une rébellion contre la société quoi, qui l'enferme dans ces cases-là. Ouais, mais je suis assez d'accord. Et je trouvais que ce qui m'a touchée dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de violence, n'empêche, entre les personnages notamment, mais il y a aussi une profonde bienveillance, et notamment dans le groupe d'amis du coup, où on sent que malgré tout ce qui leur arrive, par exemple les deux jeunes ils volent et... à un moment donné, ils finissent dans une bagarre et tout, et ça va pas. Mais malgré tout, ils sont là ensemble et ils se soutiennent. Et je trouve que c'est aussi très fort. Je pense que ça représente une partie de la population de Taïwan aussi, où voilà, on est là les uns pour les autres. Et c'est très beau. Et je trouve que c'est un truc qui ressort beaucoup de ce film. Voilà, je sais pas si ça vous a touché particulièrement ou pas. Ouais, vraie relation amicale, mais qui a quand même ses petits défauts où on sent qu'ils sont pas parfaits l'un pour l'autre, mais qu'au final, c'est vrai que dans les moments durs, il est toujours là. Enfin, ça se trouve, j'en oublie, j'ai pas envie de dire des conneries, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens à la fin. Mais c'est là aussi où, dans ce duo-là d'amis, parce qu'on parle de trio, mais c'est quand même surtout un duo d'amis à la base, et je repense à la scène où lui, celui qui s'est fait tabasser, est blessé dans le lit, et son ami le garde, et il y a la fille qui vient le voir, et qui, c'est hyper, moi, ça m'a pas dérangé, mais c'est vraiment, tu sais, il l'objectivise, ou il l'objectifie, exactement, pardon. Putain, décidément, les mots et moi, ça fait deux. Mais il objectifie carrément leur pote, non pas vraiment leur pote, mais disons leur sorte de crush à tous les deux, qui vient, il lui dit fais-lui un bisou, c'est un truc un peu non, pour moi je m'en fous de toi, mais par contre vas-y, occupe-toi de lui. Il y a un truc un peu bizarre de rôle là-dedans, je trouve, à ce moment-là. Oui, si, je suis d'accord avec toi, mais en même temps tu sens que la fille elle peut très bien partir, mais qu'elle décide quand même de rester, mais au final pour l'autre, et à la fin justement ils s'embrassent parce qu'ils sont en mode malgré les incompréhensions et leur différence de voir les choses, ils trouvent quand même un terrain d'entente, et je trouve que c'est assez beau. Et je voulais vous poser la question du filmage et de la mise en scène.
Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vous ont marqué dans le style de Tsai Ming-liang? Bah moi déjà j'adore l'esthétique. C'est un peu la même esthétique que Terrorizers, ça va un peu là-dedans. Déjà ça se passe en ville, c'est sur de la jeunesse, donc c'est un peu décousu, porté à la main, enfin un peu le bordel parfois. Et... Caméra portée. Ouais, et ça, moi, je sais que je suis un grand client de ce style de mise en scène-là, particulièrement dans le cinéma asiatique où ils sont super forts pour ça, je trouve. Bah, hier, on a vu Happy Together. Together. Mais de Happy Wong Kar Together, Wai. je trouve on peut grave faire un reflet un peu avec Rebelle du Néon sur plein d'aspects. Je pense aussi. Mais toi, tu penses à quel aspect? Notamment du coup, si on parle de l'aspect queer, mais aussi même dans la mise en scène, au niveau des couleurs. Et il y a un très fort lien entre du coup les personnages et leur environnement. Donc l'appartement par opposition à la ville et tout. Je trouve que faut grave faire un truc là-dessus. Ok. Carrément. Et puis le côté néon justement du film, c'est tellement, je vais pas dire facile, mais c'est trop bien en fait. Tu filmes juste une rue et c'est magnifique. C'est hyper stimulant visuellement et ça c'est un boost. C'est trop pratique, c'est trop bien. La salle d'arcade, c'est pareil, ça brille de partout. Enfin, je sais pas. Ouais, mais il y a des lumières tout le temps, en fait, j'ai l'impression. Enfin, dans beaucoup de moments du film, même à un moment donné, ils sont dans un petit marché et genre, vu qu'il y a des toits au-dessus des étals, et ils mettent des lampes, quoi, carrément. Genre en plein jour, il y a quand même des lampes et tout. Enfin, c'est toujours hyper éclairé. Et puis sinon, au-delà de ça, juste dans la mise en scène, dans l'ensemble. Pour moi, ça glisse assez parfaitement. Il y a un rythme vraiment top et enfin, on dépasse un peu juste le côté cadrage, hein, mais voilà, vraiment sur le rythme du film, moi je le trouve vraiment parfait. Vraiment les mots et moi aujourd'hui. L'alternance, juste. Ouais. Entre les points de vue, parfois on est principalement avec un personnage, d'autres fois avec d'autres. Je trouve que ça marche très bien. Les scènes en intérieur plus intime entre soi et soi ou à deux et puis ensuite le mouvement constant de la ville, je trouve vraiment qu'il y a une gestion du rythme dans le film qui marche vraiment très bien et moi par exemple il est passé à une vitesse assez folle quand je l'ai regardé. Même avec la musique, il y a un thème qui revient souvent, genre tin, 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 voilà. Et je trouve que c'est très bien géré parce que la musique, on la ressent pas comme étant omniprésente, mais c'est des temps assez forts qui sont mis en lumière et ouais, ça rend tout très agréable à suivre. Et par rapport à d'autres films du coup de Tsai Ming-liang, c'est, je pense, c'est cool de commencer par lui, quoi. Avec la narration, c'est plus simple que le suivre, de poursuivre le film. Du coup, sinon, vous parlez aussi de Goodbye Dragon Inn. Et moi, je vous conseille aussi The Hall, où pareil, il y a cette notion de... dans ce film-là, c'est une maladie où il y a des hommes qui commencent à avoir un comportement d'insecte, genre ils se replient sur eux-mêmes et tout. Et je trouve qu'on peut faire des liens entre les films, mais Les Rebelles de Néon, il réussit vraiment à mettre à la fois des symboles, mais en même temps avoir une narration qui est cool à suivre et un film qui est cool à suivre aussi. Ouais, quoi. il est, je trouve, assez accessible. Et donc c'est parfait pour commencer. Donc j'espère que, en tout cas, si vous aviez commencé Tsai Ming-liang par ce film-là, n'hésitez pas à aller voir le reste, mais ce sera sûrement assez différent. Je pense par exemple au film Les Chiens Errants où moi je l'ai pas encore vu, mais je sais qu'il est assez connu pour notamment un passage où il se passe pas grand-chose pendant un bon paquet de minutes. Okay. Donc voilà, tout à l'heure on parlait des temps longs chez Edward Yang. Alors Tsai Ming-liang est particulièrement chaud également là-dedans, mais c'est vrai que dans celui-là, on le ressent pas tant que ça. Donc c'est parfait pour commencer. Et tout à l'heure, on parlait du motif de l'eau. Ouais. Je sais que Natacha, ça t'a particulièrement parlé. Oui, moi j'ai trouvé ça très beau et genre... pour moi, ça représente un peu genre quand il y a... c'est un débordement de choses en fait, parce qu'il y a plein de choses que les personnages contrôlent pas, notamment cette inondation dans l'appartement qui est très surprenante, je trouve. Mais pour autant, encore une fois, il y a ce côté où c'est dégoûtant et c'est vraiment pas pratique, mais ça fait des reflets au long du film qui sont très jolis et qui apportent un côté poétique, je trouve. Voilà. Franchement, ils ont fait fort, ils ont réussi à allier l'eau à juste vivre dans son appartement de façon où on l'accepte, ok, alors que c'est pas du tout genre naturel, juste c'est vraiment pas con du tout, mais comment tu justifies que le mec vit sans aucun problème avec de l'eau tout le temps dans son appart? Et ils ont réussi, c'est vraiment top. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc autour de la figure de l'eau dans le cinéma de Tsai Ming-liang. Même dans The Hall, genre l'eau, ça devient un élément limite dangereux, mais en même temps vital. Du coup, genre, ils doivent filtrer l'eau et tout, mais je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus aussi. Ok, très bien.
Et mais sinon, ouais, dans l'ensemble, juste en termes de beauté des plans, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la ville, et il y a notamment ce dernier plan à la fin du film où on regarde la ville, qui le remet d'ailleurs en tant que personnage important du film, avant Oui. qu'il sorte de cette ville. Mais voilà, bon, ce plan-là, comme plein d'autres, il y a vraiment. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup cette esthétique-là magnifique, je trouve, ouais. dans le film. Il y a une C'est- esthétique qui se rapproche beaucoup de l'américanisation un peu. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des jeux, enfin des jeux en général. Et ça m'a fait penser à PTA, on a évoqué PTA. Mhm. Et du coup, dans Licorice Pizza, il y a le même type de scène. En fait, c'est vraiment le cinéma américain des années 80, genre 70-80. C'est vraiment les mêmes symboles, les mêmes motifs qui reviennent. Voilà. Ok. Ok, et ben en tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, j'espère que Travelling, vous allez Ouais, pouvoir bien en profiter. Je sais pas quand Ouais. est-ce que vous écoutez ça, mais si vous l'écoutez le mercredi soir ou le jeudi dans la journée, voilà, Travelling, ça vient de commencer, donc vous avez pas mal de jours. Il y a la prog dispo sur leur site. Ouais. Ils sont dans à peu près tous les cinémas de Rennes et quelques-uns aux autour. alentours, ouais. Donc n'hésitez vraiment pas. Le cinéma taïwanais, c'est vraiment exceptionnel. Donc C'est une opportunité de le voir en salle comme exactement, ça. ouais, carrément. Donc C'est un cinéma à voir en salle, voilà. particulièrement. Vraiment. Allez-y. Je sais que moi, il y a une petite séance là de A Brighter Summer Day, justement Ouais. de Et Edward donc, Young. Ouais, j'ai Je grave vais envie me d'y aller jeter aussi. dessus. Donc, Super. voilà. Et puis au-delà des films comme Nous ce qu'on passe, des vieux films, il y a aussi des films récents, également de cinéma taïwanais ou pas. Bon, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus parce que Ça se vaut le promet- coup. Exactement, ça vaut le coup. Eh bien, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour parler des Vagabondes avec Wanda et l'une chante, l'autre pas, de Agnès Varda. Et Wanda, donc de Barbara Loden. Ouais, Barbara Ouais. Loden. Merci. Merci, bonne journée ou bonne soirée. Ciao.